Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Isabelle Ouellette-Morin qui vient nous parler de l'intimidation nuit aux gènes responsables de l'humeur. Alors, c'est une personne qui va nous expliquer justement une étude qui a eu lieu sur le sujet de l'intimidation. À l'Espresso et l'Espresso allongé, il sera question du sujet, en fait, accro à Facebook. Dans la deuxième demi, en début de deuxième demi, nous recevons Céliane Trudel et Nathalie Boulet de ATEDM, Autisme et Troubles envahissants du développement de Montréal. Ils vont nous parler de cet organisme qui existe depuis fort longtemps, donc à Montréal. Tout ça dans la prochaine heure de l'émission Folie douce. On commence d'abord en chanson avec Sébastien Lacombe et la chanson s'intitule 3870 secondes. Bienvenue chez nous. Trois 3870 secondes et des poussières un peu longues. J'attends seul sur le sofa, l'horloge du salon n'avance pas. Un paquet de cigarettes, du Maurier, des allumettes. On met quand même pas 3 heures à rentrer du dépanneur. Le retour à la maison, d'habitude c'est pas si long. 3970 secondes, des poussières un peu trop longues. J'entends déjà tes pas arriver, mais rien ne bouge dans l'entrée. T'as peut-être croisé ta copine ou le fils de la voisine qui t'a emmené faire un tour avec sa petite gueule d'amour. Moi je rumine mes idées noires, j'imagine les pires histoires. J'imagine les pires histoires. Secondes et des poussières vraiment longues. J'entends au loin hurler les sirènes. T'as gagné, j'ai la chienne de te revoir en portrait sur une petite pendeleine. Si t'arrives dans une seconde, je t'embrasse et je te gronde. T'en fais vraiment qu'à ta tête, j'ai même plus de cigarettes. J'ai même plus de cigarettes. Connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. J'accueille mon invité qui est Mme Isabelle Ouellette-Morin. Bonjour Mme Morin. Bonjour. Bonjour, alors bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes donc professeur en criminologie à l'Université de Montréal et vous avez, en fait, on va parler d'une recherche dans quelques instants qui est sur l'intimidation. En fait, l'intimidation nuit aux gènes responsables de l'humeur. Mais j'aimerais d'abord vous, peut-être avoir une meilleure présentation en fait de vous. Vous avez quand même un cheminement intéressant au niveau de votre travail. Donc, pouvez-vous nous donner en quelques mots peut-être ce que vous avez fait au niveau des dernières années, justement, pour qu'on rentre dans la matière? Oui, tout à fait. Ouais. C'est bien vrai que j'ai un cheminement assez particulier. J'ai été formée comme psychologue clinicienne à l'Université Laval, à Québec. Et ensuite, j'ai été poursuivre mes études et j'ai fait un postdoctorat en Angleterre
où j'ai effectué la recherche dont on va parler. Donc, j'ai approfondi les questions, mais plus dans le domaine de la psychopathologie développementale. Et je suis aussi maintenant professeure en criminologie. Alors, j'intègre un peu toutes ces notions pour expliquer les différences individuelles liées à la conduite délinquante et au crime à l'âge adulte. Comment l'idée vous est venue justement d'associer un peu, d'associer intimidation puis le gène de l'humeur, tu sais, est-ce qu'il y avait déjà des recherches ou des pistes qui étaient déjà faites à ce sujet-là? Oui, tout à fait. En fait, on s'inspire beaucoup dans ce type de recherche-là des études à la fois animales et des études qui émergent en ce moment chez les humains. Donc, il y avait plusieurs pistes de recherche qui nous indiquaient que ça pouvait être une voie intéressante ou une hypothèse particulièrement intéressante à investiguer. Premièrement, on sait que l'intimidation par les pairs est associée à un ensemble de difficultés de fonctionnement, incluant la dépression. Donc, on peut aller, et maintenant, on voulait s'intéresser à essayer de comprendre les mécanismes par lesquels ces expériences-là négatives en venaient à induire des difficultés de fonctionnement à court terme, mais aussi pouvaient induire plusieurs difficultés de fonctionnement à long terme, donc qui émergeraient des années plus tard. Donc, plusieurs recherches ont montré que la réactivité au stress pouvait être un mécanisme intéressant à investiguer, et c'est un peu à partir de ça qu'on a débuté nos investigations. Et comment vous devez, c'est quand même long comme processus, parce que pour pouvoir en tirer des conclusions, est-ce que vous vous fixez un certain nombre de temps où vous allez suivre des personnes, ou comment ça fonctionne dans le... Pour tirer des conclusions de recherche, oui, ou des implications pratiques cliniques? De recherche, en fait, pour pouvoir avoir un bon portrait, dans le fond, l'intimidation, quand on dit que ça nuit aux gènes responsables de l'humeur, j'imagine que ça prend beaucoup sur une longue période que ça se fait. Hein? Tout à fait. Eh bien, j'ai eu la chance en Angleterre de travailler avec des chercheurs très connus dans le domaine et qui ont développé au cours des années une extraordinaire banque de données où ils ont suivi et suivent toujours des jumeaux à partir de l'âge de 5 ans. Ils les ont vus à 7 ans, ils les ont vus à 10 ans, 12 ans. Et là, en ce moment, ils sont en train de les voir à nouveau à l'âge de 18 ans. Donc, évidemment, ce genre de recherche bénéficie beaucoup de ce type d'études qui suivent les mêmes individus au cours de leur vie. Et c'est à partir de cette grande étude, l'étude E-RISK, Environmental Risk, où on tire les données qu'on a utilisées dans nos recherches. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problématique, finalement? L'intimidation peut causer quoi au niveau de l'humeur? Est-ce qu'il y a déjà des pistes là, d'informations qui ressortent? Oui, tout à fait. En fait, on utilise le terme d'intimidation par les pairs en français, mais il faut bien se souvenir que en anglais, c'est plutôt le terme bullying. Et je dis ça parce que il ne s'agit pas d'une simple expérience de victimisation. On en a tous vécu à un moment ou à un autre de notre vie, et certainement au cours de l'enfance et de l'adolescence, au moins une reprise. Donc, en soi, ça, c'est une expérience qu'on pourrait dire un peu normative. Lorsqu'on parle vraiment de bullying, c'est lorsque les expériences de victimisation sont répétées dans le temps, où il y a une différence de pouvoir entre la victime et la personne qui effectue l'intimidation, et où la victime en vient à penser qu'il serait très difficile pour elle de pouvoir s'en sortir. Alors, on ne parle pas juste d'une expérience d'intimidation aussi désagréable qu'elle soit, mais davantage d'un portrait récurrent de victimisation dans le temps. Et qu'est-ce que ça donne comme problématique, finalement, au niveau de l'humeur? Les gens... Ouais, c'est donc, ça. Il y a plusieurs études qui ont montré, en utilisant plein de devis de recherche différents, que l'intimidation par les pairs pouvait être liée aux symptômes dépressifs, aux symptômes anxieux, aux symptômes psychotiques, même pouvait être liée à différents problèmes de fonctionnement au niveau du comportement, pouvait être liée à, évidemment, des pensées suicidaires, gestes mutilatoires, suicide complété, comme on a entendu parler beaucoup au cours de l'automne, et j'en oublie là. Donc, évidemment, beaucoup de problèmes au plan de la réussite scolaire aussi. Et
plus généralement une détresse psychologique importante pour les victimes. Et c'est important de suivre des jumeaux, justement, pour vraiment voir si effectivement, parce qu'ils ont le même gène. En fait, les jumeaux, on les suit pour une bonne raison, pour plein de raisons, mais surtout en ce qui nous concerne, pour qu'on soit capable de distinguer c'est l'expérience d'intimidation par les pairs qui induit des changements tant au plan psychologique que physiologique et que ce n'est pas des différences individuelles qui étaient déjà présentes avant ces expériences-là qui expliqueraient nos résultats. Donc, les études de jumeaux permettent un peu de décortiquer les influences de l'environnement, des influences liées aux individus et héritées de la part des parents et notamment liées aux facteurs génétiques. Donc, c'est pour ça que l'utilisation d'études de jumeaux permet d'aller un petit peu plus loin dans vraiment être capable de définir le fait que c'est une expérience environnementale qui induit ces conséquences-là. Oui, Mme Ouellette-Morin, trouvez-vous que la documentation et l'information, en fait, au niveau des spécialistes, est-ce qu'elle est bien présente au niveau de l'intimidation? Parce que on parle beaucoup des effets néfastes de l'intimidation sans souvent amener des faits bien concrets. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de recherches ou beaucoup d'études sur lesquelles on peut se référer? Je vous dirais que oui, l'intimidation comme telle que vécue, je vous dirais dans la réalité, là j'expliquerai après, et c'est quand même un phénomène qui est bien connu. On en connaît généralement bien les conséquences. On a une assez bonne idée de la prévalence des expériences de victimisation, mais aussi de la prévalence des enfants qui, eux, intimident. Donc, on a quand même une bonne connaissance de l'intimidation par les pairs. Là où les connaissances sont moins développées, je vous dirais, c'est au plan de la cyber-intimidation par les pairs, où là, on n'est pas sûr encore. Il y a beaucoup de recherches qui s'effectuent dans ce sens où les expériences de victimisation par le net, par les chatrooms, par Facebook, etc., par messagerie texte aussi, si ces expériences-là ont un même effet négatif sur le fonctionnement au-delà des expériences vécues dans la réalité, je vous dirais. Oui, parce qu'effectivement, la cyber-intimidation, on disait aussi que c'est, contrairement à l'intimidation vécue autrefois où il y avait des répits, en fait, mais dans le cas de la cyber-intimidation, c'est souvent pas le cas. Alors, ça doit vraiment donner toutes sortes de mauvais effets chez la personne qui est intimidée. C'était un petit peu l'hypothèse de départ, mais les recherches qui ont investigué cette question-là n'ont pas donné pour le moment de conclusion définitive à ce sujet-là. Et elles se sont aperçues que les victimes, celles qui sont victimes de cyber-intimidation sont aussi celles qui sont victimes d'intimidation qu'on dit traditionnelle. Alors, à savoir si la cyber-intimidation induit des conséquences supplémentaires au-delà des conséquences associées à l'intimidation traditionnelle, c'est une question qui est encore débattue par les chercheurs. Est-ce qu'il y a plus aujourd'hui, pour faire un constat un peu de la situation, est-ce qu'il y a plus d'intimidation? C'est parce qu'on en parle plus, on dénonce plus? Est-ce qu'on a des chiffres sur lesquels on peut se baser aussi? Il y a certains chercheurs qui ont travaillé dans le domaine pour un nombre important d'années, montre qu'il n'y a pas nécessairement d'augmentation, de diminution de l'intimidation par les pairs. Il y aurait peut-être eu, au cours des débuts des années 2000, une augmentation de la cyber-intimidation, mais depuis ce temps-là, ça reste quand même une prévalence assez stable là, et toujours inférieure à l'intimidation dite traditionnelle. Dans le cas de la recherche du gène justement responsable de l'humeur, c'est important dans le fond, comment on se sent, vous en parliez tout à l'heure de toutes les problématiques qui peuvent en découler. Est-ce que cette étude-là va prendre fin à un moment donné ou si c'est une étude vraiment qui se fait et qui va aller sur un nombre d'années qui n'est pas déterminé? Bien, l'étude comme telle, elle est terminée, elle est publiée. Ce qu'on a montré, c'est que les expériences d'intimidation étaient associées à un changement dans le fonctionnement d'un gène qu'on dit associé à la dépression, mais c'est un gène en général associé à la régulation des humeurs, régulation des émotions. Et on a montré que
ce changement-là que l'on observait était aussi associé à la réactivité au stress. Donc, on n'a pas identifié pour l'instant quelles en sont les conséquences de ces changements-là dans la chimie du gène qui entoure la séquence de l'ADN, mais étant donné que c'est une étude pour lesquelles les participants sont encore suivis, il sera extrêmement intéressant plus tard de voir s'il n'y a pas des conséquences à long terme à ces changements-là. Donc, sur le plan de l'humeur, par exemple. Les gens qui veulent en savoir plus, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent se référer pour savoir plus d'informations justement sur cette étude dont on parle? Bien, c'est une étude qui peut être consultée sur le site du journal. Le journal, c'est Psychological Medicine. Alors, en faisant une recherche dans un engin de recherche, oui. Tout simplement googler mon nom, Isabelle Ouellette-Morin et Psychological Medicine, et je suis certaine que vos auditeurs intéressés pourront trouver l'article en question. C'est intéressant, c'est fort intéressant d'avoir ce genre de travail qui se fait, parce que je pense qu'en connaissant bien la situation, je pense qu'on va pouvoir peut-être mieux intervenir et prévenir surtout. C'est ça qu'on se souhaite. Tout à fait. Et je pense que plus on est en mesure d'indiquer d'une façon méthodologiquement forte que ces expériences d'intimidation ont des conséquences potentiellement à long terme sur le fonctionnement des individus, eh bien, je trouve que ça permet à la population générale de se conscientiser quant à ce phénomène-là, et aussi de cesser de voir ce phénomène-là comme une expérience normative à l'adolescence, sans trop conséquences. Et je pense que le fait qu'on se parle aujourd'hui, c'est une bonne indication que ce type d'études contribue à faire un changement de perception dans la population. Et c'est toujours une bonne chose. Parce que c'est la première étape pour intervenir auprès des victimes et de faire diminuer, justement, d'une façon plus efficace, non seulement l'incidence de ce genre de phénomène-là, mais aussi en diminuer les conséquences auprès des victimes. Très bien dit. Merci beaucoup, Mme Isabelle Ouellette-Morin, d'avoir pris part à cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci et bonne continuité. Au revoir. Au revoir. C'est donc Mme Isabelle Ouellette-Morin, professeure en criminologie à l'Université de Montréal, qui nous a parlé d'une étude. Donc, l'intimidation nuit aux gènes responsables de l'humeur sur Folie douce. Sonne mal à ce que j'entends. T'as le cœur patché comme les rues de Montréal. T'as beau le traiter de salaud, de chien sale, c'est quand même toi qui as dit c'est fini, faut que je m'en aille. T'avais des bras autour de ton corps, peut-être qu'ils t'ont serré un peu trop fort, c'était pas pour me le faire. Au contraire, mais le gazon du voisin te paraissait plus vert. Et tu danses, mais tu penses à lui. Et tu chantes la 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 la. As-tu vraiment trouvé en février le genre de ciel qu'on a au mois de mai? Et tu danses, mais tu penses à lui. Et tu chantes la 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 la. Je sais qu'il est dans ton lit un nouvel homme, que ce soit pour une heure ou pour la vie.
Aujourd'hui tu penses un peu moins à lui. Vous syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale. C'est maintenant le temps de notre bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, un sujet intéressant, accro à Facebook, Pierre. Oui, moi je dois te dire que je ne suis pas sur Facebook. Non? Et toi, Ghislain? Oui, mais j'ai perdu mon code d'accès. Ben, je le suis encore, sauf que j'ai perdu quand que j'ai eu des problèmes d'ordinateur. Oui. Moi, je le suis depuis très longtemps, depuis 5, 6 ou plus. Ça fait pour plusieurs années, mais je veux mentionner, Pierre, que nous avons un groupe, l'émission Folie douce, là, des gens qui veulent venir membres du groupe. C'est intéressant. Vous pouvez vous joindre à nous, donc le groupe Folie douce. Oui, mais semble-t-il que plusieurs personnes sont accros à Facebook. C'est du moins ce dont nous parle Mme Aurore Emlet, elle est journaliste spécialisée en psychologie. Et je vais vous lire un passage d'un article qu'elle a fait sur Internet. Elle nous dit, tout d'abord, les adolescents ne sont pas les seuls utilisateurs des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde ou presque s'y est mis. À part moi, semble-t-il, mais certains beaucoup plus que d'autres. Pourquoi passer tout son temps sur Facebook et comment se désintoxiquer? Elle nous dit, à 31 ans, Benjamin, comptable, passe plus de 2 heures par jour sur Facebook. Il nous dit, je mets à jour mon statut, je commente le mur de mes amis, je publie les dernières photos de mon fils, je suis littéralement accro. Pourquoi? D'abord parce que les concepteurs de Facebook font tout pour. Comme l'explique Fanny Georges, qui est chercheuse, elle nous dit « L'interface est constituée de telle sorte que ce ne sont pas les informations personnelles de l'utilisateur qui sont mises en avant, ce qu'il aime par exemple, mais l'historique de ses manifestations sur le site, c'est-à-dire ce qu'il vient de mettre en ligne, avec qui il est désormais ami, etc. Le dispositif est pensé pour que les signes de présence émis par Benjamin soient fréquents et valorisés. Une temporalité qui pousse à ne pas décrocher. Je voulais juste demander, est-ce que 2 heures, c'est être accro? Parce que pour moi, dire quelqu'un qui est accro à Facebook, ça serait comme beaucoup plus que ça. 5, 6 heures par jour. Probablement, oui. Parce que 2 heures, pour moi, c'est... Ouais, tu peux le faire par petits bouts ou au complet. C'est pas tant que ça. Ouais. Elle continue en disant, pour le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron, il nous dit « Les désirs sous-jacents à cette activité ont toujours habité l'être humain. » C'est-à-dire le désir que les autres ne nous oublient pas, par exemple. Publier son humeur se rapproche des quelques mots envoyés jadis sur une carte postale. Elle nous dit « Le danger ne survient que lorsque la réalité nous apparaît trop frustrante, poursuit le psychanalyste, et que nous cherchons à combler cette insatisfaction dans le monde non pas imaginaire, mais maintenant virtuel. » Thomas Gaon, qui est psychologue clinicien psychologue clinicien, confirme en disant, comme dans tout processus d'addiction, le risque intervient que nous chargeons l'extérieur de combler un vide intérieur. Dès lors que l'utilisation de Facebook n'est plus un moyen parmi d'autres d'obtenir reconnaissance et valorisation, mais l'unique moyen. Il y a moins surconsommation que mauvaise consommation. Là, je peux dire un petit commentaire en passant. Oui. Je trouve que quelquefois, ça génère beaucoup de bruit qu'on appelle du bruit informatique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont dites des insignifiances que des fois, il faut faire attention. Tu sais, Facebook, ça peut devenir comme aliénant un peu avec les... Est-ce que c'est plus addictif, par exemple, juste la question, est-ce que Twitter est plus addictif que Facebook? Ben, Twitter génère plus de bruit, entre guillemets, que Facebook. C'est vite fait, les caractères, c'est juste 140 caractères. Ouais. Ça peut aller très, très vite aussi. Ouais. Madame Fanny Georges poursuit en disant « Facebook rassure ». Elle nous dit qu'il favorise le sentiment d'être intégré socialement. L'idée est d'être toujours en lien avec autrui, mais même hors connexion. Nos amis, entre guillemets, peuvent à tout moment venir nous voir. Mais pourquoi utiliser Facebook pour satisfaire ce besoin d'appartenance?
Timides dans la vie réelle, certains se sentent moins vulnérables sur le net, répond Thomas Gaon. D'autres, déjà très extravertis, poursuivent ainsi leur parade. Maintenant, elle nous parle de Dorothée qui a 28 ans, qui est conseillère de vente. Celle-ci nous dit « Quand j'ai découvert Facebook, j'ai été fasciné. Pendant 6 mois, je me suis connecté plusieurs fois par jour avec beaucoup d'excitation. Puis, j'ai déchanté. Pas tant d'amis que ça. 41 en comptant ma mère. De grandes retrouvailles avec des copains d'enfance. Jamais suivi d'effets, c'est-à-dire du type « Enfin, le pire des commentaires désobligeants de la part d'un ex sur mon mur. » Depuis, je me connecte plus raisonnablement et j'apprécie davantage l'amitié de mes amis réels. Ouais. Selon le psychologue, Facebook est à la fois une mise en scène de soi à destination des autres, une possibilité de dire à tout moment « j'existe », mais aussi un endroit où chacun peut s'évaluer, se comparer et répondre aux questions existentielles du type « qui suis-je? Quelle est ma place? » Le réseau participe ainsi à la construction de l'identité et répond à un besoin de se rassurer sur qui nous sommes dans une époque où les repères identitaires sont fragiles. Sais-tu aussi, Facebook, son grand succès, parce que c'est difficile de rencontrer des gens en chair et en os, parce que c'est pas évident aujourd'hui. Il y a beaucoup de solitude, dans d'autres mots. Il y a beaucoup de gens seuls, c'est ça? Ça rejoint le problème. Ça a des défauts, mais ça a aussi des qualités. Non, absolument. C'est pas là pour rien, puis s'il n'y a pas autant de gens qui s'intéressent, il y a quand même du très bon dans Facebook. Ouais. Maintenant, comment faire pour s'en sortir? Oui. On pourra continuer un peu plus tard dans l'émission, mais une première façon, c'est de modérer les informations personnelles. Selon Serge Tisseron, la divulgation d'informations très personnelles et d'éléments sur sa vie privée peut comporter des risques, dont celui d'avoir le sentiment de ne jamais en dire assez. Car plus nous racontons notre vie au quotidien, plus nous ressentons le besoin de mettre à jour ces informations, donc de passer du temps sur le réseau. Oui. C'est intéressant, on va pouvoir poursuivre. D'ailleurs, Pierre, dans le deuxième, dans l'Espresso allongé, notre partie, on va poursuivre sur le sujet accro à Facebook, un bon sujet et de notre temps, en fait. Alors, merci beaucoup pour ce sujet. Demeurez des nôtres à l'émission Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons Céliane Trudel et Nathalie Boulet de ATEDM, qui est Autisme et Troubles envahissants du développement Montréal. Elles vont nous parler de cet organisme à Folie douce. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet accro à Facebook. Vous entendrez de pluie en chanson Chalet rouge de Sylvia et Même si de Sergent Garcia. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse folieDouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604.
bonjour. J'accueille mes invités qui sont Céliane Trudel et Nathalie Boulet. Alors, bienvenue à l'émission Folie douce. Bonjour. Ah oui, bonjour. Alors, on va parler de la ressource ATEDM. On va apprendre à mieux connaître quelle est cette ressource. Céliane et Nathalie, donc vous êtes intervenantes communautaires et dans le cas de Nathalie, intervenante familiale et communautaire pour ATEDM. J'aimerais d'abord peut-être faire un petit historique de la ressource. Qu'est-ce que ça signifie d'abord ces 5 lettres-là, ATEDM? Alors, ATEDM signifie Autisme et Troubles envahissants du développement Montréal. On est plus connu sous le nom de Autisme Montréal également. Et c'est un organisme qui existe depuis longtemps à Depuis Montréal? plus de 30 ans. Oui. Et ça a été créé à l'initiative de parents qui avaient des situations familiales très difficiles, qui vivaient avec des enfants autistes et qui n'avaient pas de réponse à leurs besoins. Oui. C'est pour ça qu'ils ont décidé de s'associer pour monter un organisme. Est-ce que le fait d'appeler ça aussi, d'ajouter en fait les troubles envahissants du développement, parce que il me semble qu'on entend ça presque tous les jours dans les écoles puis un peu partout, est-ce qu'on peut considérer ça comme une facette de l'autisme, si on veut? Alors, l'autisme est un trouble envahissant du développement. Dans le futur, ça va sûrement changer de nom, les troubles envahissants du développement, pour s'appeler des troubles du spectre autistique. Oui. Mais pour le moment, les TED regroupent 5 catégories, dont l'autisme. OK. Et un autre qui est très connu aussi, c'est le syndrome d'Asperger. Oui, d'accord. Et l'organisme, donc, existe depuis plus de 30 ans. Le besoin était là. J'imagine qu'il y en a eu depuis longtemps, des cas de gens qui étaient atteints d'autisme. Mais pourquoi avoir créé cet organisme-là? Est-ce qu'il y avait une mission? Est-ce qu'il y avait un but? Est-ce qu'il y a ultime là, pour pouvoir créer ça? Alors, il y a plusieurs missions, mais c'était principalement pour répondre à des questions que le réseau de la santé et des services sociaux ne répondait pas. Principalement, nous, l'organisme, il a plusieurs missions, mais la première, ça va être la revendication, la défense de droits pour les personnes autistes et leurs familles. La deuxième mission, c'est l'offre et le développement de services directs pour les personnes autistes. Et puis, on a aussi un volet de sensibilisation du grand public. OK, d'accord. Et donc, vous êtes toutes les deux, Céliane et vous, Nathalie, donc intervenantes communautaires. Comment ça se passe, les activités au jour le jour dans l'organisme? Peut-être si Céliane veut amorcer là-dessus. Quel est votre rôle, en fait, quand on dit intervenante communautaire? C'est varié, là? Il y a plusieurs champs, j'imagine, où vous intervenez? Oui. Bien, en fait, Nathalie et moi, on est spécialisés dans le volet auprès des personnes ayant un TED sans déficience intellectuelle. Donc, on fait du soutien, de l'écoute, de l'accompagnement, si les gens ont des démarches à faire, tout ça. Par rapport au diagnostic aussi, c'est quelque chose qui est très difficile à avoir, un diagnostic, oui. Autant pour les adultes que pour les enfants. Donc, on essaie d'accompagner soit les parents, soit les adultes ayant un TED sans DI dans leur démarche ou dans toutes sortes d'autres démarches qu'ils peuvent avoir. Dans leur organisation de vie, jusqu'à un certain point aussi, de comment ils s'organisent avec toutes les choses qu'ils ont à faire pour mieux vivre, avoir une meilleure santé, finalement, mentale, si on veut. Exactement. On est là pour leur donner des petits trucs, leur donner des conseils, essayer de les diriger vers des organismes qui peuvent les aider dans certains domaines. Là. Oui. Combien il peut y avoir de gens qui ont ce diagnostic-là dans la région de Montréal? Avez-vous déjà fait un inventaire ou des statistiques à ce niveau-là où vous avez une clientèle quand même qui vous consulte? Est-ce qu'il y a des chiffres qu'on peut donner? Au niveau des chiffres de l'autisme, des troubles envahissants du développement, les derniers chiffres qui viennent d'un organisme aux États-Unis sont de 1 enfant sur 88 va obtenir un diagnostic d'autisme. Donc ça, c'est les chiffres qui viennent de sortir en 2012. Nous, après, à l'association, on a un organisme qui a à peu près 600 membres qui gravitent autour, là, mais... Oui. Sinon, le gros chiffre, c'est vraiment un enfant sur 88. C'est beaucoup quand même. Oui. Hein? Ça paraît peu, mais c'est beaucoup. Là. C'est énorme. On met 100 enfants dans un endroit, puis il y en a un et quelques... C'est quand même beaucoup là, sur une population. Là. C'est énorme, et ça comprend seulement les personnes qui sont diagnostiquées. Aussi. Évidemment. Et pourquoi? Parce qu'on nous rapportait ça, il y a un invité qui nous avait parlé de ça, qui avait eu un diagnostic à l'âge de 40 quelques années. Pourquoi c'est si long? Est-ce que c'est difficile à cibler que c'est le diagnostic de, justement, quand on parle d'autisme?
C'est quelque chose qui était très méconnu il y a de ça quelques années. Donc, ça fait pas très longtemps. Je sais pas, Nathalie, si tu sais... Alors, par exemple, pour un diagnostic de syndrome d'Asperger, qui est un diagnostic d'autisme sans déficience intellectuelle, c'est seulement depuis 1996 qu'il y a des diagnostics au Québec. Et des services, c'est seulement en 2003 qui ont été mis en place. Donc, évidemment, ces personnes-là, déjà avant ça... Elles n'avaient juste pas de diagnostic, sauf si elles avaient une déficience intellectuelle associée. Là, c'était un petit peu plus facile. Puis, pour les gens qui ont des diagnostics après 40 ans, ou souvent on en voit beaucoup, là, 12, 20, 50 ans, c'est souvent des personnes qui sont TED sans déficience intellectuelle. Donc, on va dire qu'ils passent entre les mailles du filet. Ouais. Ils font leur parcours, on les trouve un peu bizarres, on les trouve un peu spéciaux, un petit peu dans leur coin, un petit peu dans leur monde, mais ils passent à travers... sans qu'on s'en aperçoive. Et des fois, ça va être des moments plus charnières, comme le secondaire, qui est une période plus difficile, ou alors l'entrée sur le monde dans le monde du travail, qui est comme plus compliquée. Puis là, on s'aperçoit que la personne vit plus de difficultés. C'est là qu'il y a des questions qui se posent et qui amènent ou non à un diagnostic. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on nous avait dit aussi que l'autisme, c'est tellement varié, il y a tellement de sortes d'autisme. Mais vous, quand vous voyez les gens, comment on pourrait décrire, disons, votre clientèle? C'est quoi les caractéristiques? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, par exemple? Parce que des gens qui ne s'organisent pas, je dis des idées comme ça, mais est-ce qu'il y a des choses, des grands... peut-être une tendance là, que les gens font, par exemple, des choses qu'ils font, qui reviennent? Alors, on pourrait parler comme des grandes caractéristiques juste de l'autisme, mais ça va être des difficultés au niveau de la communication. La communication, c'est très large, mais on peut avoir des personnes qui ne parlent pas. On en a qui parlent, mais ils peuvent vivre d'autres difficultés au niveau de la communication, comme par exemple ne pas connaître les balises de la communication, savoir quand est-ce qu'ils doivent parler, s'arrêter de parler, c'est quand ils peuvent prendre leur tour de parole, etc. Okay. C'est des personnes aussi qui ont souvent des difficultés d'interaction sociale, donc évidemment complètement reliées à la communication. Souvent, on va avoir des enfants ou des adultes qui ont des intérêts très spécifiques également, donc aimer beaucoup parler d'un tel ou tel sujet, entre autres. Là. Et il y a aussi beaucoup d'atteintes neurosensorielles, donc des atteintes au niveau des sens, de tous les sens, très variées d'une personne à une autre, en hypersensibilité ou en hyposensibilité. OK. Et chez ATEDM, votre clientèle est vaste au niveau de l'âge aussi. Vous avez des gens de tous les âges. Que l'approche est quoi quand vous avez un enfant? Parce que ça peut commencer assez jeune. En fait, le diagnostic d'autisme peut être donné jeune et il peut être donné plus vieux. Mais votre clientèle, est-ce que vous avez des approches différentes au niveau des différents âges? Mais c'est sûr que quand c'est les enfants, c'est les parents qui nous approchent. Donc, à ce moment-là, on gère plus avec le parent. Ouais. Puis, on a aussi des services qui sont offerts pour les enfants, mais dans ce cas-là, c'est plus du répit, gardiennage, pour que les parents puissent avoir du répit. Oui, avoir quelques heures. C'est ça, et que les enfants soient entre bonnes mains, qu'ils soient bien encadrés et tout ça. Oui. Et quand tantôt vous parliez de démystification, ça fait partie aussi de votre rôle. Comment vous procédez? Est-ce que vous faites, je sais pas, des présentations dans des écoles ou ailleurs? Est-ce que vous avez des choses typiques que vous faites à ce niveau-là? On va faire toutes sortes de choses. On va faire, entre autres, des sessions d'information qui s'adressent à la fois aux parents, mais aussi à des intervenants du milieu social. On peut faire des présentations dans les écoles. On en fait régulièrement dans les écoles. Dernièrement, on a fait une présentation dans un CLSC également, plus spécifiquement sur les personnes TED sans déficience adultes. Donc, de plusieurs manières, on organise aussi une marche de l'autisme à chaque année, à la fin du mois d'avril, pour sensibiliser le grand public. On va distribuer des flyers indiquant justement les chiffres de l'autisme. Et on fait plusieurs actions de revendication aussi, qui sert aussi à donc interpeller nos représentants politiques, mais également aussi à sensibiliser tout le grand public à la cause de l'autisme. Trouvez-vous que c'est méconnu comme problématique, l'autisme, et tout ce qui peut... on parlait d'Asperger et on parlait de... Donc, est-ce que c'est méconnu? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire au niveau de la démystification?
Alors, il y en a beaucoup qui a été fait. On remarque là dans les dernières années que au niveau des médias, au niveau de séries télévisées, films, on a eu plusieurs films qui traitaient de l'autisme. Il reste encore beaucoup de chemin à faire parce qu'on a encore beaucoup d'appels de gens qui ont justement 40, 50 ans et qui disent « Je pense que peut-être mon conjoint, le syndrome d'Asperger, ils viennent tout juste d'en entendre parler. » Alors que bon... Nous, ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais il y a des gens pour qui c'est encore nouveau et qu'ils ont besoin d'informations sur le sujet. Oui. Donc, et comment les gens sont... Est-ce que les gens sont référés chez vous? Ou comment ça fonctionne? Est-ce que d'abord, vous avez de la place pour accueillir d'autres personnes qui auraient besoin d'aide? Comment ça fonctionne pour les gens qui veulent avoir vos services, qui veulent avoir votre aide, en fait, qui souffrent d'une problématique et qui veulent votre aide? En fait, c'est sûr que quand les gens cherchent sur l'autisme à Montréal, ils trouvent Autisme Montréal. Donc, souvent, on est la première ressource qu'ils vont contacter. Oui. Peut-être la plus connue, tu sais, le nom dit quelque chose. Souvent, on a entendu parler, ça fait plus de 30 ans. Donc, oui, puis c'est très clair, hein, Autisme Montréal. On ne peut pas se tromper, c'est bien ça. C'est ça. Donc, ils viennent chercher de l'information chez nous. Je dirais qu'il y a aussi beaucoup de CLSC. Des hôpitaux aussi, et puis d'autres organismes. Qui vous réfèrent, qui donnent l'information, dire appelez là ou allez là, allez chez vous, en fait. Oui, il y en a beaucoup qui nous réfèrent les personnes, effectivement. Et il y a de la place. Les gens qui nous écouteraient, qui ont des problématiques, est-ce qu'il y a de l'attente? Parce que vous avez quand même des ressources, c'est limité, jusqu'à un certain point. Oui, on a des ressources limitées en personnel, mais par contre, on n'a pas de... On accueille tout le monde, puis on essaye au maximum de répondre aux besoins de toutes les personnes. Ouais. C'est sûr que s'il y a 100 personnes qui arrivent demain matin, ça va peut-être être difficile pour nous, mais on essaye au maximum de répondre à toutes les demandes qu'on a. OK. J'aimerais qu'on mentionne aussi les coordonnées, parce que c'est intéressant. Vous avez un site web, entre autres. J'imagine qu'il y a d'autres informations, peut-être des descriptions même, pour savoir si les gens ont une problématique. Comme vous dites tout à l'heure, il y a une personne qui vous appelle, pense que son conjoint est autiste. Donc, des fois, on se pose des questions. Donc, ça serait peut-être intéressant de donner l'adresse, justement, du site web à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez une des deux? Oui, donc c'est www.autisme-montréal.com. Oui. Et le numéro de téléphone aussi, les gens qui peuvent vous appeler, vous êtes ouvert du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi, entre 8h30 et 4h30. D'accord, donc c'est au 514-524-6114. Absolument. Vous êtes situé dans le plateau Mont-Royal pour les gens qui voudraient... donc, des gens d'un peu partout à Montréal peuvent... Nous, on dessert toute l'île de Montréal. Vous êtes assez central, près du métro Mont-Royal. C'est pourquoi on est situé là. C'est fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Donc, Céliane Trudel et Nathalie Boulet, donc de ATEDM. Merci d'avoir été des nôtres à l'émission Folie Douce. Merci à vous. Merci. À la prochaine. Chalet est ouvert en haut du cap.
syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. C'est maintenant le moment de l'espresso allongé. Pierre Laporte, toujours à notre compagnie, ainsi que Ghislain Malo. Oui. Alors, oui, on continue sur le sujet du premier, de l'espresso, accro à Facebook, un outil qui n'a plus besoin de présentation, ou presque. Oui, mais dont on peut devenir accro. Alors, j'étais en train de vous lire quelques passages d'un article écrit par Mme Aurore Emily, qui est journaliste spécialisée en psychologie. L'article s'intitule sur l'Internet « Pourquoi je suis accro à Facebook ». Et j'étais en train de vous parler des façons de s'en sortir si on est accro justement à Facebook, selon M. Serge Tisseron. Une deuxième façon qu'il nous propose de s'en sortir, c'est de créer des liens non virtuels. Il nous dit, puisque Facebook permet d'avoir des amis, pourquoi ne pas les voir plus souvent? Interroge Thomas Gaon. En personne. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, des invitations, par exemple, pour des concerts, pour le théâtre, pour des expositions, sont envoyées aux utilisateurs. Pourquoi ne pas s'y déplacer physiquement? Pourtant, oui. Le seul problème, c'est si tu as des amis Facebook qui sont outre-mer. Oui, c'est ça. Oui, ça peut créer un problème. Mais quand on peut, pourquoi pas ne s'y déplacer? C'est-à-dire pour tempérer sa consommation de virtuel. Rien de mieux que de trouver dans la réalité des objets de satisfaction. Du vrai monde. Oui, du vrai monde. Des vraies émotions. Il y a des gens qui se sont fait des amis quand même. Oui. Et qui ont retrouvé certains amis aussi. Oui, là, moi, je ne sais pas dire par cet article-là que tout est mauvais dans Facebook, mais on peut y devenir accro, effectivement. Oui. Ouais. Et une troisième façon de s'en sortir, si on est accro, c'est de favoriser les moments d'introspection. Si la représentation de soi en ligne vient compléter l'identité de chacun, elle ne la remplace pas, rappelle Fanny Georges, qui est chercheur. Se construire intérieurement passe nécessairement par des moments de solitude et d'introspection. Tous ces commentaires postés sur notre profil, et si nous commencions par y réfléchir par nous-mêmes en solitaire. Ce travail peut aussi passer par de vraies lectures d'écrivains ou de philosophes, souvent plus enrichissantes que les messages de nos amis. Maintenant, un passage qui s'appelle « Moi, accro à Facebook ». Ben non. Elle nous écrit « N'essayez pas de le cacher. Il faut bien qu'ils en aillent des gens comme nous pour que le temps moyen passé sur le site soit de 27 minutes, ce qui est énormément élevé selon elle en tout cas. À travers cet article, je vais essayer de vous montrer pour quelles raisons je dois maintenant aller à des rencontres de FA, c'est-à-dire Facebookois anonymes. Anonyme, ouais. il va y en avoir un jour. Elle nous dit bien évidemment, nous avons utilisé les événements Facebook pour les créer, c'est-à-dire pour créer ces rencontres. Ouais. Elle a dit non, mais c'est vrai, les réseaux sociaux ont envahi notre vie. Voici 4 petits exemples qui m'obligent à aller visiter le site le plus souvent possible. Premièrement, pour le calendrier des fêtes de mes amis. Maintenant, depuis que Facebook est arrivé, il y a au moins 20 personnes qui me souhaitent bonne fête en cette journée spéciale, comparativement à seulement quelques petits appels de grand-maman et de ma tante Ginette. De plus, ils m'offrent des cadeaux. OK, ils sont virtuels, mais un cadeau est un cadeau. Et moi aussi, je peux faire la même chose. Très pratique lorsqu'on doit gérer 350 fêtes. Ouais. Deuxièmement, pour les différents événements. Qui est-ce qui appelle maintenant ses copains pour planifier une soirée entre amis? Plus besoin de dire la même invitation un par téléphone pour inviter les gens. Facebook est là pour cela. En plus, si je n'ai rien à faire, une soirée, une seule petite recherche et bingo, je m'invite à un party et ma soirée est bookée. Bon, peut-être que je vais avec des gens que je ne connais pas, mais ce n'est pas grave. Ils seront mes amis sur Facebook après la soirée. Troisièmement, pour savoir la vie des autres. Photos et vidéos à la tonne. Je me sens un peu comme un espion, mais tout en pouvant éviter la prison. Je peux entrer dans la vie des gens comme bon me semble, sans même que ceux-ci s'en aperçoivent. Je n'ai pas fait de recherche, mais le taux de voyeurisme doit avoir augmenté considérablement. Oui, tu peux faire du commérage sur des gens que tu n'as jamais vus de ta vie et que tu ne connais pas du tout. Sûrement, si tu as des penchants pour le commérage. Et finalement, un 4e et dernier exemple qui l'oblige, selon elle, à visiter le site le plus souvent possible pour en savoir des choses que je ne savais pas sur moi. C'est vrai,
Facebook est vraiment une thérapie. C'est un peu un miroir, des fois. Oui. Oui. Avec tous les questionnaires qui me permettent de dire que j'ai un esprit tordu la plupart du temps ou qui précisent mon orientation sexuelle, pourquoi payer l'aide d'un psychologue quand Facebook peut nous aider? Elle nous dit en conclusion, grâce à ces petits exemples, j'ai voulu vous montrer l'envers de la médaille des réseaux sociaux, un aspect que je n'avais pas traité dans mes autres articles. En reprenant un slogan connu du Québec, utilisez Facebook avec modération. En passant, juste un petit truc pour éviter, pour que ça va peut-être aider les gens à moins être accros. Aller dans les settings en bon français, Ouais. là, puis enlever les alertes. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va publier quelque chose, ça va vous arriver dans le courriel, ça va vous porter à aller voir sur Facebook. Fait que je trouve que c'est une des façons aussi de ne pas devenir accro, c'est d'y aller quand on veut et de ne pas recevoir sans arrêt des alertes comme quoi quelqu'un a fait quelque chose de nouveau. Là. Et surtout, je pense pas regarder combien que tu as de nombre d'amis parce que ça peut devenir très stressant si selon toi, c'est insuffisant. Oui, merci beaucoup Pierre, beau sujet. Merci Ghislain. On continue en chanson avec Sergent Garcia à Folie Douce. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi, mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi, mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Même si la pluie qui tombe me remplit de tristesse, même si le vent qui balaye du monde toute la sagesse, même si les hommes sont fous et ne tiennent pas leurs promesses, je sais que tu oublies tout sous l'effet de mes caresses. La tormenta nos deje a la deriva, ola tras ola que nos viene encima, aunque la marea nos intente alejar, ni la lluvia ni el viento nos van a separar. Pour toi, señorita, je ferai n'importe quoi. Tu sais, mamacita, que tu peux compter sur moi. Dis-moi encore une fois que je suis ton roi. Je livrerai 1000 batailles, je mourrai pour toi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi, mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi, mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Même si les vipères sont cachées sur les sentiers, j'évite les pierres du chemin, j'évite tous les dangers. Je sais que tôt ou tard les derniers seront les premiers, et que les coups reçus un jour seront vengés. Que las fronteras bloqueen el camino, yo sigo este rumbo esquivando al enemigo. Nena, si el desierto tuviera que atravesar, huracanes ni serpientes nos van a separar. Pour toi, señorita, je ferai n'importe quoi. Tu sais, mamacita, que tu peux compter sur moi. Dis-moi encore une fois que je suis ton roi. Je livrerai 1000 batailles, je mourrai pour toi. Un espíritu guerrero me viene ayudando. Vengo más armado que un marín americano. El eco de mis pasos me viene acompañando. Mi canto me protege en el monte y en el llano. Muchos nos quieren dividir, nos quieren separar mal, nos quieren ver pelear. No saben que nuestra vibra es algo muy especial. Que ladren los perros, el río va rumbo al mar. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi, mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi, mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi.
Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Pour terminer cette émission de Folie douce, on va faire la nomenclature des chansons en compagnie de Ghislain Malo et de Pierre Laporte. Alors, Ghislain, les chansons qu'on a entendues cette semaine à l'émission, en début d'émission, 3870 secondes. De Sébastien Lacombe. Ça me rappelle étrangement un titre d'émission télé. Oui, avec 3600 secondes. Marc Labrèche. Oui, exactement. Pour le Donc, nommer. on a écouté Sarah. De Tremblay. Oui, en deuxième demi, on a eu la chance d'écouter Chalet Rouge. De Sylvia. Et à l'instant, Même si... de Sergent Garcia. Et voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci. À toi et à Pierre. Merci Pierre à la mise en onde. Merci à toi, Yvan. Merci aussi à tes blocs Espresso et Espresso allongé. Le sujet accro à Facebook. On a pu discuter un petit peu. C'est un sujet qu'on pourrait d'ailleurs revenir sûrement. Il y a tellement de choses à dire sur Facebook. Merci pour ces deux sujets, ce sujet pour les deux blocs. Je remercie notre invité en début d'émission. Isabelle Ouellette-Morin, on nous a parlé de l'intimidation qui nuit aux gènes responsables de l'humeur. Alors, c'est intéressant d'entendre cette recherche sur ce sujet tellement difficile et dont on parle beaucoup ces temps-ci. On a eu également nos invités Céliane Trudel et Nathalie Boulet de ATEDM, Autisme et Troubles envahissants du développement de Montréal, qui nous ont mieux fait connaître cet organisme. Tout ça à l'émission cette semaine. C'est Yvan Bugeaud et bonne semaine à tous. À la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop